Bonsoir, bienvenue dans ce numéro de Dossier Brûlant consacré ce soir à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse, tout court à ces droits fondamentaux remis en cause dans de nombreux pays, dont le nôtre, empêtrés dans une crise sécuritaire sans précédent depuis 2015. Aujourd'hui, une certaine opinion croit, à tort ou à raison, c'est selon, que le journalisme doit être patriotique. Ce numéro se présente donc comme une table ronde avec des confrères venus de l'étranger qui vont expliquer de façon empirique comment la liberté de presse, d'opinion s'exprime dans le pays, comment concilier la position de cette opinion qui veut que le journalisme soit patriotique et surtout pour les praticiens de ce métier, c'est important, en tenant compte de la déontologie, se positionner en journalisme patriotique et même aller plus loin. Quelle liberté de presse dans un contexte de crise politique et institutionnelle et de transition. Ce soir, pour en parler, je reçois sur ce plateau 3 invités, dont 2 qui sont venus de l'étranger. Je vais vous les présenter. Je vais commencer à ma droite avec Grace Keniro. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de la République démocratique du Congo et vous êtes journaliste. Effectivement, je viens précisément de Kinshasa. Je suis venu participer à la 10e édition de FILEP. Donc un festival qui réunit de journalistes panafricains, on peut le dire comme ça, même si certains viennent exactement aussi d'autres continents. Donc c'est un réel plaisir pour moi de prendre part et de partager ce plateau avec vous. Bienvenue à Ouagadougou. Merci. Au Burkina Faso. Et puis on a Bob Rugurika. Excusez-moi d'écorcher votre nom. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors vous êtes journaliste burundais, vous êtes le directeur de la radio publique africaine. Vous êtes assez célèbre quand même, le symbole de la liberté d'expression dans votre pays. Le Burundi, je rappelle peut-être très brièvement, peut-être que vous allez revenir sur cet épisode de votre vie professionnelle avec la radio. Cela s'entend, vous avez été emprisonné pendant près d'1 mois, entre janvier et février, pour avoir diffusé un reportage accusant les autorités burundaises d'être à l'origine de l'assassinat de 3 religieuses italiennes, contestant la version officielle. Oui, c'est ça. Ok. C'est vrai. Bienvenue également vous à Ouagadougou. Merci. Ce n'est pas la première fois? Non, ce n'est pas la première fois. Je suis déjà venu, je pense, presque 3-4 fois. Okay. Et c'est un plaisir. J'aime bien le Ouaga, j'aime bien le peuple burkinabé. On vous aime bien aussi. Merci. Et enfin, nous avons Abdoulaye Ouattara, lui, les journalistes, Burkina Faso, secrétaire général de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, section Oué, au bout du Lasso, et au bassin. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir fait aussi ce long chemin. Vous venez à Ouagadougou. J'espère que vous avez aussi goûté aux spécialités locales. Ça, c'est une autre affaire. Alors, très rapidement, Ouattara, je crois, Abdoulaye Ouattara, le Burkina est classé quand même, qui était classé 58e au plan mondial, qui a dégringolé, régressé en matière de liberté de presse avec une perte de 17 places qui a été confirmée par le rapport national sur l'état de la liberté de la presse au pays des hommes intègres. Je précise la période, c'était du 1er mars 2022 au 31 mars 2023. Je lisais un commentaire sur la plateforme de lefaso.net, lefaso.net qui est une plateforme d'information, un site d'information en ligne qui célèbre d'ailleurs ses 20 ans d'existence, à qui d'ailleurs on souhaite un très bel anniversaire. Le commentaire disait, je le cite, « Même si on est à la dernière place, ça nous importe peu. Le plus important pour nous, c'est qu'on retrouve la paix et la quiétude. » Est-ce que vous comprenez justement cet état d'esprit, la position des populations sur la place des journalistes? Merci bien, merci pour l'invitation. C'est vrai, quand on regarde un peu les statistiques et également... je crois que c'est Reporters sans frontières. En 2021, je crois, on était à 41e et on passe donc à 58e place. Ça veut dire qu'on a vraiment régressé en matière donc de liberté de presse. Alors, c'est vrai que le Burkina est dans un contexte assez particulier. Qui fait qu'il est difficile pour les citoyens lambda de comprendre le métier du journaliste.
Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, on pense que les journalistes puissent apporter des éléments contraires à ce que certaines personnes pensent, c'est donc devenir un journaliste apatride, et ça fait que on retrouve ces genres de commentaires, parce que ce n'est pas bien quand même quand on dit que le Burkina Faso, qui était un pays connu, en tout cas comme un pays de liberté d'expression et de presse, qui régresse. C'est vrai, il y a de grands pays qui sont derrière nous. Quand on prend des pays comme le Sénégal, je crois qu'ils sont à la 104e ou 103e place. Voilà, donc il y a tous ces pays-là derrière nous, mais c'est pas pour autant que nous devons régresser. Oui, en même temps, quand le commentaire dit, même si on est à la dernière place, en fait, le classement, ce n'est plus son problème, il dit, c'est qu'on retrouve la paix et la quiétude. L'idée, c'est peut-être de dire aux journalistes, arrêtez de parler de liberté de presse, de liberté d'expression. Oui, justement, sans te couper, j'ai dit que il faut que ces populations comprennent que nous vivons la même chose. Les journalistes qui se lèvent le matin, qui n'arrivent pas à parler dans sa radio, qui n'arrivent pas à coucher son papier, on va le dire comme ça. On a des confrères qui sont, par exemple, à Dori, que j'ai rencontré aujourd'hui à Ouagadougou, qui sont là il y a près de 10 jours, qui n'arrivent pas à partir dans leur localité. Mais ça ne les plaît pas. Ils ont envie de parler de ce qui se passe dans leur localité. Mais ils sont là, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ne peuvent pas emprunter la route. Il faut attendre donc les vols ou dans un vol de 30 personnes, peut-être qu'on a besoin de 4-5 civils là-dedans. Le reste, voilà, c'est réservé pour autre chose. Donc, pour dire que les journalistes vivent effectivement la même situation. La paix, nous la recherchons nous aussi, parce que nous voulons exercer notre métier en toute quiétude. Alors, il y a des animateurs. Il y a 2 ans, j'ai organisé le festival des radios d'Afrique francophone. Mais il y a des animateurs qui ont été appelés à l'antenne par leur nom pour dire on te connaît, on connaît ta famille. Vous pensez qu'ils ne font pas leur travail dans le risque? Donc, vous voyez que c'est aussi méconnaître le métier du journaliste, méconnaître un peu la situation dans laquelle nous vivons. Sinon, je pense que beaucoup allaient plutôt nous soutenir que de nous prendre comme des apatrides. Alors, monsieur Bob, Urugurika, en fait. Oui. Permettez-moi de vous appeler monsieur Bob, en fait. Voilà, c'est vrai que les journalistes ne sont pas ex nihilo des populations, c'est les citoyens aussi, comme il a relevé, d'une nation. Mais si on veut justement faire une comparaison avec votre pays, mais en même temps, quand vous observez, parce que vous n'êtes pas à votre première fois au Burkina Faso, est-ce que vous comprenez le fait que les journalistes soient toujours pointés du doigt par les populations? C'est d'abord pour moi une situation quand même qui m'interpelle. C'est un peu dangereux ça. Parce que moi, au Burundi par exemple, c'est vrai que le régime en place, c'est un régime qui se durcit au fur et à mesure. C'est un régime qui est venu du maquis et puis qui a voulu imposer une dictature au fait au pays, au Burundi, je vais dire, ouais, dans mon pays. Bon, là je dois aussi souligner que je suis exilé aujourd'hui, tout comme plus de 170 journalistes. Je ne sais pas si vous comprenez la situation du pays du Burundi. Aujourd'hui, il y a une crise politique qui est née de la volonté de l'ancien président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat illégal, anticonstitutionnel, qui violait tous les textes fondamentaux de la nation. Et à la suite de cette crise, effectivement, il y a une contestation populaire et le régime a profité pour détruire et fermer les médias indépendants, dont le nôtre. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une volonté d'instaurer une dictature. Et le régime a effectivement commencé à pointer du doigt nos médias. Parce qu'effectivement, il disait non, vous êtes des médias indépendants. C'est quoi votre indépendance? Vous êtes à la sorte de l'Occident. En fait, c'est ça que le régime en place disait. Mais la population n'y croyait pas. La population n'y croyait pas, sauf bien sûr quelques miliciens, parce que ça, c'est aussi un autre aspect. Il y a une milice que le régime avait mis en place, et cette milice, quand même, ce sont des mangeurs de vent, ce sont des gens qui s'exécutent aveuglément comme ça, qui répètent le même slogan du gouvernement, sans même savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Donc c'est ce genre de population qui peuvent tomber un peu dans cette manipulation du gouvernement chez nous au Burundi, et c'est ça. Sinon, beaucoup de gens
même au sein du parti présidentiel, au sein du parti au pouvoir, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent aujourd'hui, même si on émet à partir de l'étranger. Donc, ce que vous dites, je pense qu'il faut vraiment spécifier ce genre de population. Je ne pense pas que c'est une population de bonne foi qui puisse indexer les médias, qui puisse indexer la liberté de la presse. Parce qu'au fond et au final, la liberté de la presse et d'expression, ça ne profite pas aux journalistes. Ça profite d'abord aux citoyens, mais aussi à la nation tout entière. Alors, il s'agit d'individus, il s'agit d'une certaine opinion, pas de toute la population, cela s'entend. Est-ce que chez vous, en République démocratique du Congo, c'est un peu calme par rapport à ce genre d'entrave à la liberté de la presse? Vous savez, je vais commencer naturellement par définir la liberté de la presse et d'expression, justement qui a été garantie par la Constitution du 18 février 2006 sous le règne de Joseph Kabila, qui est bien sûr resté sénateur à vie. C'est en fait une loi qui a été garantie justement par la Constitution et dont la plupart de journalistes, malheureusement, pendant cette période-là, parce que Monsieur Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 jusqu'en 2018 pendant 17 ans, qui a aussi à son tour brigué aussi, qui voulait briguer un autre mandat, heureusement, ou Dieu merci pour la population congolaise qui avait déjà atteint une certaine maturité politique et qui s'est imposée pour que finalement il quitte le pouvoir. Et voilà, pendant cette période, si je peux vraiment en parler, la plupart des journalistes n'étaient pas libres de s'exprimer. Pendant sa période de gouvernance. Pendant le règne de Monsieur Joseph Kabila, je suis sûr que vous avez eu aussi à suivre à cette période-là pas mal d'informations. La République démocratique du Congo est le seul pays qui s'est vu interrompre l'Internet. Le Congolais lambda n'avait plus d'Internet, n'avait plus droit à la connexion Internet, n'avait plus droit aux SMS. En fait, toutes les entreprises de télécommunications se sont vues imposer ou contraintes justement de couper le réseau, de couper le signal et tout. Donc c'était vraiment une période assez catastrophique et tout simplement parce que selon lui et son gouvernement, là je vois, j'indexe carrément le ministre de la communication sous Joseph Kabila, Monsieur Lambert Mende, qui avait justement, c'est lui qui avait tout manigancé parce qu'ils estimaient que les réseaux sociaux étant une grande consommation d'informations, pour eux, ils estimaient qu'il fallait carrément couper l'Internet. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas couper, par exemple, le Canal+, ou certaines chaînes de télévision. En même temps, sous ce régime-là, beaucoup de chaînes de télévision ont été aussi contraintes, justement, de ne plus émettre parce que tout simplement, lors d'un plateau ou lors d'une émission, un journaliste s'est senti libre de s'exprimer pour dire que voilà, il y en a marre, on ne veut plus de Monsieur Joseph Kabila. Beaucoup de journalistes se sont retrouvés en prison, mais si je dois rester dans ce contexte actuellement avec le régime de Monsieur Tshisekedi, Félix Tshisekedi, qui est fils d'un opposant, et l'UDPS qui a prôné longtemps la démocratie, tout naturellement, pendant son règne, la plupart des journalistes s'expriment en tout cas assez librement. Je peux peut-être faire une étude comparative. Peut-être sous Kabila, il y a eu pas mal de journalistes, je pense plus de 50 journalistes qui ont été incarcérés, qui ont passé beaucoup de temps en prison, mais depuis que les défenseurs des droits humains n'en parlent pas, ne parlons même pas de la lucha. Actuellement, que ce soit le membre de la société civile, que ce soit les défenseurs de droits humains, que ce soit des acteurs politiques et même de l'opposition, se sentent libres de s'exprimer et de critiquer le pouvoir en place, ce qui n'était vraiment pas le cas sous Kabila. Tout naturellement, il se trouve qu'il y a des journalistes qui préfèrent défendre l'opposition ou parler pour le camp de l'opposition, entre guillemets, qui est de la population. D'autres encore estiment qu'ils doivent parler de ce que fait le régime en place. Et tous ces deux camps, en tout cas, se sentent libres de s'exprimer. Donc je peux me permettre de dire que actuellement, la liberté d'expression et surtout de la presse se porte bien en République démocratique du Congo, ou sinon de mieux en mieux. Se porte bien. De mieux en mieux. Donc il n'y a pas d'humour à vous faire.
Niger, enfin en République démocratique du Congo. En fait, vous exercez librement votre travail. Librement, mais on doit se le dire. C'est pas pour rien que le droit existe. C'est pas pour rien qu'il y a le code de déontologie et d'éthique. C'est pas pour rien qu'on parle de délit de presse. Liberté ne veut pas dire libertinage. Tu t'exprimes et tu restes dans le fait. Mais il ne faudrait pas donner de fausses informations qu'on appelle des infox. Il ne faudrait pas forcément, parce qu'il y a la plupart des journalistes en RDC, je peux citer pas mal de... Il y a beaucoup de mes aînés qui ont une certaine influence, qui ont pignon sur rue, qui malheureusement l'utilisent très mal. Je veux parler de réseaux sociaux. Il y a certains journalistes qui sont détenteurs de plateformes et qui sont utilisés par des acteurs politiques, des détracteurs surtout du pouvoir en place, justement pour passer de mauvaises informations et pour relayer une très mauvaise image du régime en place. Alors lorsque vous retrouvez dans ce cas, c'est normal que la justice fasse son travail. Alors peut-être avant de passer la parole aux autres invités, comment vous faites justement pour pratiquer votre métier sans entrave? C'est vrai que nous sommes beaucoup plus basés à Kinshasa. Il existe pas mal de journalistes qui exercent aussi leur métier à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne prétends pas dire que nous exerçons sans entrave. J'ai bien dit que, en tout cas, la liberté d'expression se porte de mieux en mieux. C'est vrai que le leadership du pouvoir en place, de Monsieur Tshisekedi. Donc cela ne veut pas dire que nous sommes aussi à certaines difficultés, ça arrive. Vous savez que notre devoir est justement parfois d'enquêter, d'aller vers l'information, et surtout concernant l'Est de la RDC, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas à la portée de journalistes. Tout simplement parce qu'il y a de mains noires, tout simplement parce que la vérité n'est pas bien capté peut-être par la population, ou peut-être parce que voilà, il y a des dessous de cartes. Donc moi je pense que ça peut être une sorte d'entrave pour le journaliste congolais. Une sorte d'entrave. Alors en situation, parce qu'on parle de situation de conflit, et comment le journaliste justement peut s'adapter et faire son travail de rendu tout en se basant sur les faits qui sont sacrés, mais en même temps en faisant son travail, mais on ne, comme diraient les autorités, ne pas démoraliser la troupe. Monsieur Bob, comment justement on peut concilier les deux? Est-ce que c'est possible que le journaliste, c'est vrai qu'on oppose une sorte de journalisme patriotique, je ne sais pas ce qu'on met dans le contenu du journalisme patriotique, mais qu'est-ce que le journaliste justement, l'information qu'il apporte, peut en temps de guerre, comme ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, changer le cours de l'histoire? Bon, c'est une question très intéressante, mais aussi délicate, parce que tout à l'heure, ma consoeur évoquait la situation à l'est de la RDC. Il y a une situation de guerre, de conflit armé, qui est entourée de plusieurs paramètres, que ce soit interne ou externe. Et vous venez d'évoquer la situation ici au Sahel. Nous suivons tous la situation du terrorisme ici au Sahel. C'est triste, et c'est en tant d'ailleurs qu'Africain, pas seulement en tant que Burkinabé ou Burundais. C'est triste. Alors, moi je pense par rapport à tout ça, le journaliste n'a pas vraiment mis le choix. Okay. Nous, en tant que journalistes, nous sommes soumis à une seule et unique règle universelle. Nous sommes soumis à dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. La vérité seulement ça. Donc, vouloir passer outre cette règle, en fait, non seulement c'est violer les règles du métier, la déontologie et l'éthique, mais c'est verser quelque part aussi dans le mensonge. Or, entre la vérité... Mais en même temps, on vous oppose, en fait. Quand je dis on vous, je me mets dans la peau du téléspectateur, de celui qui regarde, du Burkinabé qui regarde cette émission et qui se dit, on est en situation de guerre, on a des terroristes qui nous attaquent, qui nous endeuillent depuis plusieurs années, depuis 2015, il y a eu des milliers de morts. Il y a une dynamique nouvelle qui s'est créée aujourd'hui autour du président actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, et les journalistes, c'est ce que l'opinion, enfin une certaine opinion dit, devrait justement accompagner cette dynamique et ne pas justement chercher des pouces sur un crâne rasé.
Ça, c'est quand même un jeu très dangereux. Je ne sais pas si j'ai bien capté ce que vous venez de dire, mais ça, ce serait très dangereux, en fait. Comment ça? En fait, il faut comprendre une chose. Le journaliste n'est pas tenu à être partisan. Ça, c'est très différent. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le journalisme, tout d'abord, il faut que les gens sachent, que ce soit l'opinion nationale, que ce soit les citoyens. Ils doivent savoir que la liberté de la presse et la liberté d'expression, tout comme la liberté d'opinion, c'est la base de la démocratie. C'est la base de toute liberté individuelle, en fait. Et ça, il ne faut pas vraiment chercher de midi à 14h pour dire il faut accompagner ceci et cela. Accompagner, c'est quoi? Tout d'abord, les médias. Les médias. Accompagner le gouvernement. Oui, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Nous sommes tenus à accompagner le gouvernement dans son action pour la nation ou pour les citoyens. Mais, comment on le fait? Ce n'est pas effectivement en versant dans la propagande qu'on sera en train d'accompagner les autorités. C'est effectivement à travers... la propagande quand on accompagne le gouvernement. On accompagne le gouvernement que par la vérité. Que par la vérité. Donc, par exemple, bon, je vais essayer de donner un exemple. Allez-y. Que ce soit au niveau de l'Est et de la RDC, dans le pays de ma consoeur, ou bien que ce soit ici au Sahel, ou bien ici au Burkina. Par exemple, on parle de ce genre de conflit. Les médias ne doivent pas mentir. Les médias ne doivent pas cacher ce que le gouvernement voudrait cacher, sous prétexte de dire nous voulons accompagner le gouvernement. Ce n'est pas comme ça qu'on accompagne le gouvernement ou bien l'action gouvernementale. Ça, c'est vraiment un jeu très dangereux. Ça, j'y insiste, parce que c'est déjà vécu chez nous au Burundi et nous avons vu les dégâts que ça commet. Non seulement sur la démocratie, mais aussi à un certain moment sur les institutions de la République. Ça, c'est un jeu vraiment très dangereux. C'est un jeu qu'il faut éviter. Donc, on ne peut pas... Soyez un peu plus précis. En quoi est-ce que, quand des populations, je dis bien des populations, demandent aux journalistes d'accompagner le gouvernement dans ses actions, pour le cas d'espèces de sécurisation du pays, c'est un jeu dangereux. Après, vous allez répondre à la question. Je n'ai pas dit que c'est ça qui est dangereux. Non, franchement, il faut bien me comprendre. Alors, ce qui est dangereux, c'est par exemple avec les mots que je viens d'entendre de journalisme patriotique. Voilà. Ça, c'est la première fois que moi j'entends ça. Moi, même chez nous au pays où il y a une dictature criminelle qui tue les gens, oui, c'est une dictature criminelle parce que, bon, écoute, de toutes ces façons, ils ont déjà, depuis la crise de 2015, ils ont déjà tué plus de 15 000 citoyens. Vous comprenez? Donc, c'est des gens qui tuent. Il y a, au Burundi, aujourd'hui, c'est des fosses communes un peu partout. Le gouvernement, les autorités, les milices tuent les citoyens, les opposants, et les jettent dans des fosses communes. Alors, je disais, ce qui est très dangereux, en fait, ce que je dis, c'est cette façon de penser qu'il faut accompagner le gouvernement dans le mensonge, ou bien en cachant la vérité. Ça, c'est très dangereux. Au fait, c'est comme tripatouiller les droits et libertés des citoyens. En fait, c'est ça que j'ai voulu dire. Donc, moi, quand j'entends ici pour la première fois le journalisme patriotique, ça n'existait pas. Et moi, je ne pense pas que ça... c'est un concept qui est utilisé dans d'autres pays. Parce que, à moins... Bon, moi, ce que je connais, c'est le journalisme griot. Le journalisme griot, c'est ces journalistes qui acceptent, qui avalent tout ce que le gouvernement, tout ce que les autorités leur disent ou bien leur donnent. Or, le journaliste a le droit d'être neutre. Parce que je vais vous donner un exemple. C'est dommage que nos États ici en Afrique, des fois, par exemple, connaissons ce genre de terrorisme. On parlait tout à l'heure de l'Est et de la RDC. Il y a vraiment un conflit violent, armé, qui fait des dégâts, des massacres régulièrement au sein de la population. Alors, je n'ai jamais entendu ce genre de concept de journalisme patriotique, parce que ça, c'est très dangereux. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est une façon un peu de vouloir diviser l'opinion ou bien même le monde journalistique. Les journalistes, nous sommes des citoyens à part entière. Nous sommes appelés à soutenir l'action gouvernementale dans la mesure où l'action gouvernementale est acceptable et est vraiment louable. Sinon, nous ne sommes pas vraiment tenus à accompagner le gouvernement dans le mensonge ou bien en cachant certaines choses. Abdoulaye Ouattara, comment vous expliquez justement aux populations que le journaliste est dans son rôle, justement, en ne pas, comme il a relevé
ne pas se mettre comme un journaliste griot et accompagner systématiquement le gouvernement, mais en faisant son travail. Comment vous expliquez cela? Oui, c'est vrai que c'est un aspect qui est très difficile aujourd'hui dans notre contexte d'expliquer. Hein. Mais moi, je crois que la faute aussi revient aux journalistes parce qu'on a passé tout le temps donc à parler d'autres personnes et personne n'a eu cette occasion ou ne s'est donné ce devoir d'expliquer aux populations qu'est-ce que notre métier. Quand vous regardez autour de nous, tout ce qui est métier, nous en avons parlé dans nos médias. Nous en avons parlé sur nos antennes. Mais de notre propre métier, personne ne s'est donné cette prérogative-là pour dire, ben, attendons, parlons de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, je suis d'accord avec certaines personnes. Oui, en même temps, pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Je parle toujours de ceux qui ne comprennent pas ce que c'est notre métier. Pourquoi c'est si important aujourd'hui qu'il y ait une liberté de presse forte dans le contexte qui est le nôtre, qui est pour ce qui est du Sahel, mais aussi en République démocratique du Congo, pour tous ces pays en crise? Pourquoi il faut une presse qui est forte, une liberté d'expression? Pourquoi? Parce que il faut dire que la liberté d'expression a sa place aussi dans de pareilles situations. Pourquoi il faut le dire ainsi? Vous allez vous rendre compte que même dans la gouvernance, quand tout le monde dit c'est bon, il faut faire attention. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon? Soit on est en train de te mentir, soit on veut te détruire. Moi, je pense comme ça. Et c'est ce que nos populations doivent comprendre. Et c'est ce que nos gouvernants également doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le cas du Burkina, certainement quand on va poser la question sur la table, les gouvernants vont vous dire, ben, est-ce que nous, on vous a empêché de faire votre travail? Mais derrière, il y a une population, je ne vais pas dire montée, mais qui agissent au nom d'eux. Une certaine opinion? Une certaine opinion, et qui pense que c'est le peuple comme ça qui agit. Et c'est là la difficulté. Il faut que toute cette opinion-là comprenne que le journaliste... Est-ce que le métier, enfin, les praticiens de ce métier ne doivent pas faire leur examen de conscience? Je veux dire, vous dites qu'on a passé tout le temps à parler d'autres problèmes, à ne pas parler de ce qu'on fait comme métier. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de faire notre, entre guillemets, notre examen de conscience? Oui. Rétrospection. Oui, je veux vraiment revenir sur vos questions précédentes. Allez-y. Lorsque vous parlez de journalistes patriotiques, je prendrai le cas de la RDC justement. Je pense qu'en ce moment, tout Congolais ou tout journaliste congolais, humainement parlant, ne peut qu'être que journaliste patriotique. Voyons tout ce qui se passe à l'est de la RDC, avec autant de morts. J'ai particulièrement... Donc c'est possible, le journaliste patriotique? Bien sûr, okay. C'est possible. Mais seulement là, je veux rejoindre M. Bob, qui dit qu'il faudrait l'être lorsque le gouvernement n'est pas en faux, en fait. Personnellement, c'est ce que je pense. Par exemple, là, je suis en train de parler de la RDC. La RDC est agressée. Je suis dans le fait. Je ne mens pas. Ok? Par contre, j'avais posé la question à un confrère rwandais ce matin lors du panel. Je lui avais posé la question de savoir est-ce qu'un journaliste rwandais est capable de dire exactement ce que font le FDLR sur les sols congolais? Est-ce qu'un journaliste rwandais est capable de dire exactement ce que font le M23 sur le sol congolais alors qu'il a déjà mené des enquêtes et qu'il a eu de réponses à ces questions? Est-ce qu'ils se sont capables de le dire parce que vous estimez que le journaliste doit être libre de s'exprimer, même si ce qu'il dit va à l'encontre de ce qui se passe ou ce que veut son pays? Donc voilà, c'est ça la grande question. Alors qu'en RDC, par exemple, pour l'instant, je pense que tout journaliste congolais ne peut être que patriotique au moment où c'est la RDC qui est agressée. Mais lorsque c'est la RDC qui agresse, je pense que naturellement, le journaliste doit être aussi capable de dire que dans ce cas, c'est la RDC qui agresse. Ce que vous dites est intéressant. Donc ça veut dire que moi je pense qu'on ne doit pas, le journaliste ne doit pas être complice du mal. Ok. Tout simplement. Nous devons rester dans le fait. Et au moment où
par exemple, là, je m'adresse à un journaliste rwandais. Au moment où le journaliste rwandais se sent libre de dire exactement ce qui se passe, au moment où il se sent libre de dénoncer ce qui se passe au Rwanda ou ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et pointer du doigt directement à son pays, c'est une façon aussi peut-être de réveiller la communauté internationale. Voilà, il y a de personnes qui meurent dans l'autre bout du monde. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que vous dites votre pays est agressé par un pays tiers qui vous agresse. Oui, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Ouais. Vous citez nos mémoires. Vous dites que en filigrane, c'est le Rwanda qui agresse. Exactement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit un peu partout. Qui agresse la RDC, notamment. Et vous dites, en ce moment, vous devenez journaliste patriotique parce que vous êtes en guerre. Dans le cas d'espèce, pour ce qui est... Ce sont nos frères qui meurent à l'Est. Nous avons des familles à l'Est de la RDC. Donc la RDC est complètement endeuillée. Et ce qui est normal, je vois mal qu'un journaliste congolais se mette à parler du Rwanda comme si c'était où vivaient des enfants de cœur. Non, c'est absurde. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que la région du Sahel aussi connaît des agressions d'individus, des terroristes qui sont soi-disant financés par des puissances occidentales. En même temps, je reviens sur ma question, est-ce qu'il faut, selon l'opinion, que les journalistes soient patriotes, comme ce qu'elle a dit? En fait, je suis très gêné, je suis très gêné par ce concept. Et vraiment, je vais même un peu bondir sur les propos de ma consoeur Grace. Parce que, par essence, chaque être humain, chaque citoyen est appelé à être patriote. Ça, c'est vraiment la règle de l'humanité du point de vue universel. Les Américains sont appelés à être des patriotes. Le patriotisme, c'est quoi? Mais le patriotisme... Le journaliste, il n'est pas essence patriote. C'est ça, c'est ça. Non, non, c'est ça. Pourquoi je vais refuser totalement ce concept de journalisme patriotique? C'est parce que... Ne soyez pas fermés, ne soyez pas dans un débat de journalisme patriotique. Non, non, non. Ici, l'idée, c'est... nos pays sont agressés. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment le journaliste se positionne, justement, pour aider les autorités à régler la question sécuritaire, mais en même temps en faisant son travail. Bon, voilà. Ça devient beaucoup plus intéressant déjà quand vous dites ça. Ouais. Parce que moi, je veux être vraiment direct et sincère. Est-ce que, par essence, le métier de journalisme, est-ce que c'est pour aider le gouvernement? Ça, c'est une question. On se pose la question. Voilà. Il y a, dans pas mal de pays, des dictatures. Ça va? Des pays africains. Ouais. C'est ça. En Afrique même, aujourd'hui, on voit ça. La dictature est en train de s'installer en Europe, en Asie. Regarde, en Russie, regarde ce qui se passe. Moi, c'est ça la question que je me pose. Alors, pourquoi je dis que le concept de journalisme patriotique ne devrait pas être même évoqué? Nous devons tous être patriotes. Patriote, ça veut dire aimer ton pays. Aimer ton pays, vouloir servir ton pays. Et comment les journalistes alors devrions le faire? C'est à travers la vérité, rien que la vérité. On n'a pas franchement à nous imposer le journalisme patriotique, parce que ça c'est d'autres nouveaux concepts, parce que il existe effectivement des genres journalistiques. Il existe différentes catégories de journalisme. Il existe le journalisme sportif, il existe le journalisme culturel, le journalisme d'investigation. Le journalisme, cela s'entend. C'est ça. Alors, je ne comprends pas d'où vient le journalisme patriotique. Par contre, je pense qu'à travers ce concept, il y a risque de manipulation en fait. Et ça, c'est très dangereux, je l'ai dit et je le redis, pour le métier de journaliste. Parce que bon, nous, si on veut soutenir le gouvernement, c'est vrai, tout d'abord, nous sommes des citoyens qui sont soumis à des lois et des devoirs. Alors, le devoir du journaliste, c'est quoi? C'est accompagner le gouvernement, les autorités, dans la manifestation de la vérité. En dehors de ça, c'est autre chose et ce n'est plus journaliste, ce n'est plus journalisme. Donc, pour revenir sur quoi? Quand les gens disent « soyez patriotiques », et accompagner le gouvernement. Par contre, moi, si quelqu'un me le disait, moi, je lui relancerais la question en disant, bon, ok, explique-moi, pour vous,
c'est quoi accompagner le gouvernement? Moi, je pense que c'est là où se situe la question. Parce que oui, je veux bien, mais quel journaliste ne devrait pas accompagner son gouvernement dans une action louable pour l'intérêt de la nation? Et puis, n'oubliez pas qu'il y a quand même des lois, des règles auxquelles, si le journaliste déloge, il sera poursuivi. C'est ça. C'est pour cela que je ne comprends pas qu'est-ce que vient faire ce concept de journalisme patriotique. Alors, oublions un peu ce concept de journalisme patriotique. Mais en même temps, l'idée, c'est de faire comprendre aux populations quel devrait être notre rôle, le rôle du journaliste, dans les situations de crise, d'instabilité politique, et voilà. Et donc, du coup, on parle de liberté d'expression, liberté de presse qui vont ensemble, qui sont de pair, liberté d'opinion. Et en aparté, je discutais avec vous, j'ai un ami, je veux le soumettre à votre opinion, qui disait, on parle de liberté d'expression parce que c'est un concept un peu made occidental. On a aujourd'hui la guerre israélo-palestinienne, on a des bombardements au niveau justement de la Palestine. Bien entendu, il y a eu un premier acte qui a été posé par le Hamas, qui est une organisation qualifiée d'organisation terroriste par l'Union européenne et puis beaucoup de nations occidentales. Sauf que aujourd'hui, le débat la question qu'il m'a posée, c'est Karim Benzema qui prend parti pour les Palestiniens et du coup en France, qui est une nation très démocratique, très démocrate parce que presque tous les pays sont calqués sur le modèle un peu occidental. Et beaucoup d'hommes politiques, beaucoup demandent à ce qu'il soit déchu de sa nationalité. Alors, la question qui se pose, c'est où est la liberté d'expression si nous-mêmes, les journalistes, on aime s'appuyer justement sur ces modèles de démocratie. Abdoulaye Ouattara. Oui, il faut peut-être contextualiser aussi ces réactions, parce que le volume n'est pas la même chose. Quand on prend un peu chez nous, dans nos États, au Sahel, par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez la situation, c'est beaucoup plus une certaine opinion, une certaine masse qui est vraiment engagé autour de ça. Peut-être ce qui est décevant du côté donc de la France, surtout sur cette situation de Benzema, c'est que ce sont des politiciens qui sont engagés là-dedans. Et là, ça devient de plus en plus grave. Parce que quand on parle de liberté d'expression et de presse, c'est comme on l'a dit, c'est aussi la question des démocraties. Maintenant, ceux qui sont porteurs de cette démocratie, si ce sont ceux-là même qui aujourd'hui essaient donc de se donner cette posture, je crois que la situation peut s'aggraver un jour si la masse vraiment les suit. Parce que quand on parle de politiciens, il y a des militants, et il y en a qui sont convaincus, il y en a qui sont des suivistes et tout ça. Donc ça peut devenir un peu compliqué. C'est vrai, nos modèles sont calqués sur ces modèles européens, et ce qui rend difficile la situation quand ça arrive à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, quand je reviens un peu en arrière, pas pour parler de journalisme, comment on appelle ça, patriotique, parce que nous avons toujours été dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, journalistes africains, est-ce que c'est le modèle que nous devons suivre? Moi, je pense qu'on a notre contexte ici, on a une situation que nous vivons, et au regard de ça, je prends juste un exemple, je crois qu'on a parlé un peu des gens journalistiques et tout ça, mais dans l'évolution, par exemple, aujourd'hui, on a le journaliste sensible au conflit, qui permet de faire une analyse du conflit et de donner assez d'informations. Aujourd'hui, tout le monde voit la situation au Sahel, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais personne ne se pose la question, il y a 60 ans, qu'est-ce qui se passait dans ces zones-là? Est-ce que ce n'est pas un conflit latent qui a bénéficié certainement d'une situation en Libye et a pris toute la sous-région? Voilà aussi des questions que nos chercheurs, que nous-mêmes journalistes, nous devons aussi faire la recherche, il y a des journalistes d'investigation, et sortir ça, présenter ça aussi aux populations qui vont comprendre que la situation que nous vivons aujourd'hui ne date pas certainement d'aujourd'hui, et il faut faire attention. Parce que si on prend le conflit sur juste la partie visible du conflit, certainement qu'on va rater les solutions.
on va rater dans la résolution du conflit. Et c'est ce qui est vraiment dommage aujourd'hui. Et il faut travailler beaucoup à cela. Voilà, moi je pense pas que il faut se calquer, penser que bon, voilà, l'Europe est l'exemple sur lequel il faut toujours se baser. Il faut tout construire à partir de là. Non. De même que on a l'habitude de dire qu'il y a toujours des brebis galeuses. Il y a toujours des brebis galeuses. Sociétés de nos pays qui sont, j'allais dire encore, qui sont calqués sur le modèle occidental. Comment vous expliquez justement à ces populations qui vous regardent souvent de haut, parce que vous êtes catégorisé comme la classe, la classe intellectuelle, l'élite quand même de ces pays. Comment vous expliquez qu'on parle en même temps de liberté d'expression en Europe qui est sous coupe réglée entre guillemets, et puis dans nos pays qui sont en crise, on parle encore, et comme je le dis, je précise encore que je parle comme le citoyen lambda qui nous regarde, qui veut comprendre, on parle encore de liberté d'expression, liberté de presse, pendant que nos pays sont dans des situations difficiles. C'est une erreur justement parce que de voir la France comme un exemple, malheureusement, moi je me permets de le dire parce que je vais parler de Maître Gims qui est un Congolais, un chanteur brillant en France qui n'a plus rien à prouver d'ailleurs. Il est classé parmi les meilleurs chanteurs français entre guillemets, tout simplement, mais qui reste encore africain. Je peux dire que finalement il a décidé de se naturaliser marocain parce qu'en France on lui a refusé la nationalité française tout simplement parce qu'il y avait tellement beaucoup d'impôts à payer et nous avons tous compris que la plupart de Français sont des racistes. Et voilà le cas de Karim Benzema. D'ailleurs, c'est un exemple concret et type de journalistes patriotiques parce que justement, ils sont en train de défendre le drapeau français déjà à la base. Karim Benzema qui n'est pas d'origine française, alors ils estiment que c'était une nationalité octroyée. Finalement, il faut la lui arracher tout simplement parce qu'il s'est senti libre de s'exprimer et de donner sa position. Donc c'est tellement dommage. Certains médias français font du journalisme patriotique. Bien sûr, c'est l'exemple vraiment, moi je pense que c'est l'exemple vraiment concret et que je vois mal qu'on puisse le prendre pour exemple. Déjà, la plupart des Africains qui vivent en France peuvent bien le témoigner. Les métis sont parfois très mal considérés. Les Africains du Maghreb n'en parlons pas et encore moins l'Afrique noire. Donc je pense que on peut même pas parler de la France comme un exemple à prendre sur le plan de la démocratie ou de la liberté d'expression, sauf que oui, la plupart du temps, leurs journalistes s'expriment librement quand ça arrange le gouvernement. La plupart de Français aussi se sentent libres de s'exprimer, ça c'est ce que j'aime lorsqu'ils parlent à leur président Macron, mais lorsque c'est un Africain qui essaye de s'exprimer, même s'il a déjà la nationalité française, ça devient un problème. Donc je pense que quelque part, il y a une certaine manque de démocratie qui est sous-entendu. Manque de démocratie, allez-y. Bon, moi, je vais un peu parler sur le cas de la France. Parce que la France a également fermé, je crois, des médias qui n'avaient pas le même avis. Je vais parler de RT russe, si je ne m'abuse. Il y a des médias qui ont été fermés en France, pas que dans l'Union européenne. Je pense que la Moldavie aussi a fermé des médias. La Russie également a fermé des médias. Alors, on parle de journalisme patriotique, on parle également de médias qui sont fermés. Et comment justement vous voyez toutes ces jonctions-là? Donc, moi, je vais aller un peu plus loin, si vous voulez, pour situer la situation en cours un peu partout dans le monde. Au fait, c'est quoi? D'abord, tout le monde constate qu'on est au retour de la guerre froide. Ça, c'est ça. Exactement. Il y a un chaos international qui s'installe. Ça, c'est clair. Alors, cela ne va pas sans conséquence. Ça va se répercuter même sur les démocraties occidentales. Et puis, comme ma collègue Grace le dit si bien, nous n'avons pas, nous en tant qu'Africains, nous en tant que Burkinabés, Burundais, Congolais, nous n'avons pas à prendre pour modèle la France, les États-Unis, la Belgique. Oui, c'est des États qui sont organisés à leur manière, en fonction de leur civilisation, en fonction aussi des réalités de leur mode de vie. Les règles qui régissent le métier sont universelles. C'est ça, je vais y aller. Voilà. Je vais y aller. Quand on parle de la liberté d'expression, liberté de presse, de la presse. De la presse, si vous voulez. Alors, par exemple, en Chine,
et la liberté d'expression au Burkina, et la liberté d'expression au Canada, ou bien au Danemark. Mais quand même, il faut comprendre que c'est des contextes différents. C'est vrai que le concept reste le même, la liberté d'expression. Mais nous devons savoir que cette liberté, au fait, se soumet aussi aux réalités. Et vécu différemment. Du vécu, voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ne pas... Alors, je parlais que ce qui se passe en France, tout d'abord le cas de Karim Benzema, vous comprenez que aujourd'hui, la guerre israélo-palestinienne, ça divise le monde occidental. Mais je précise que j'ai pris l'exemple pour faire comprendre comment, à quel point, justement, les populations ne comprennent pas ce qu'est la liberté d'expression, surtout dans le contexte qui est le nôtre. J'ai pris juste l'exemple parce que la question m'a été posée par un citoyen qui est profane, de notre métier, justement, et qui veut comprendre pourquoi on parle de liberté d'expression. Et même dans les nations occidentales, la liberté d'expression est sous coupe réglée. En fonction des contextes et puis en fonction aussi de ce que la personne a dit. Parce que si j'essaie de comprendre, c'est parce que je ne suis pas au courant de cette situation de Karim Benzema. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas suivi l'actualité en France. Mais je vais dire quoi? Tout d'abord, ce n'est pas consommer cette décision de lui retirer la nationalité. Peut-être c'est un débat, c'est un sujet qui est dans le débat. Ça, ce n'est pas la première fois. En France, chaque fois que des hommes politiques se sont exprimés par rapport à des événements quand même d'actualité. C'est ça. Alors, ceux qui peuvent dire ça, probablement qu'ils sont en train de vouloir lui faire porter le crime de dire il soutient une organisation terroriste. Alors que probablement dans ses propos, il peut nuancer, il peut dire non, moi je refuse, c'est tout le monde qui le dit quand même, je refuse les bombes qui sont en train d'être larguées sur les populations civiles palestiniennes. Dire ça, ce n'est pas soutenir le terrorisme. Donc voilà. Alors, concernant la France et tout à l'heure, je pense que les citoyens doivent rester dans leur contexte. Quand on parle de liberté de la presse et d'expression ici au Burkina, il ne faut pas que les gens disent « mais regardez ailleurs ce qui se passe ». Mais regardez Trump, le président américain Trump, moi, franchement, moi que je prenais pour quelqu'un un peu malade, quoi. Moi, franchement, alors, qui n'était pas pour moi digne de diriger les États-Unis. Il a fait ça, il a créé une crise grave, sans précédent, entre la Maison-Blanche et le monde des médias. Vous savez, il traitait chaque fois, par exemple, la CNN, de médias de fake news, de manipulateurs. Donc, c'était des attaques. Alors, ça, il faut que les citoyens fassent vraiment extrêmement attention à de tels agissements des autorités ou bien à de telles appellations. Quand une autorité commence à pointer du doigt les médias en disant, voilà, vous êtes des médias patriotiques, vous ne l'êtes pas, vous êtes des pro-terroristes, ça c'est extrêmement dangereux. C'est un jeu démocratique extrêmement, vraiment déconseillé. Donc, alors, pour revenir sur quoi? Sur vraiment mes convictions. Le journaliste doit être libre. Parce que la liberté, je l'ai dit, la démocratie partout. Jusqu'à quel point? Je crois que c'est là où le bas blesse, où la population ne comprenne pas justement le rôle des médias. Ma collègue l'avait dit. Jusqu'à quel point? Patriotique. Elle avait dit liberté, mais pas libertinage. Parce que libertinage, ça nous conduit vers les sanctions. Moi, je pense qu'il faut que les citoyens le comprennent comme ça. Laissez les journalistes travailler librement. Donner la vérité, rien que la vérité. Si le journaliste verse dans le mensonge ou bien attaque les autorités ou bien l'armée injustement, illégalement, mais il y a des lois qui sont là pour le poursuivre, pour le punir. Exactement. Et ça, on n'a pas à diviser les journalistes en journalistes patriotiques, en journalistes... Dans le cas de l'espèce, on vous opposera qu'on n'est pas dans une situation tout à fait normale, on est dans une situation de crise où voilà, le gouvernement est dans une action de reconquête de la nation. Si vous permettez, très rapidement, je vais y aller. Franchement, la situation du Sahel est vraiment très préoccupante. Non seulement pour les populations du Sahel, mais aussi pour le monde entier, pour les Africains qui aiment ce continent. Alors, mais ce que nous devons faire, comme je l'ai dit, les journalistes, c'est une situation particulière. Par contre, au lieu qu'il y ait cette tension, il y ait cette manipulation autour du concept de la liberté d'expression ou de la presse, moi, je privilégierais le dialogue.
Parce qu'il y a des choses qui se passent que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous voyez, dans les pays très développés, très avancés, où surtout ils ont des leaders très éclairés. C'est quoi par exemple? Souvent les autorités organisent des séances de briefing à l'intention de la presse. Je vais revenir par exemple sur le cas précis ici au Sahel. Je vais me parler du Sahel. Il y a un terrorisme violent, inacceptable, que tout le monde doit combattre. Alors, pour qu'il y ait cohésion entre le travail de la presse et que cette liberté de la presse reste intacte, moi je pense que les autorités de différents pays devraient penser à ce genre de séance de briefing où les ministres de sécurité, ou les gouverneurs des provinces, ou les ministres de défense peuvent organiser à l'intention des responsables des médias, ou même des journalistes influenceurs, des séances de briefing pour leur expliquer la situation qui prévaut et leur dire voilà, dans le cas de notre combat contre ce terrorisme, on voudrait que vous, en tant que médias, vous nous aidiez ici, ici, ici et là. Pas vraiment, pas vous demander, on vous demande que s'il y a des attentats et que nous perdons des nombres considérables de militaires, ça il ne faut pas le dire. Ça c'est autre chose en fait. Parce qu'il faut savoir, est-ce que ce sera en train d'aider, en fait, cacher la vérité? Est-ce que c'est aider le gouvernement ou bien c'est l'accompagner dans son erreur? Je pense que c'est des choses comme ça. Bon, après, je laisse bien sûr chacun comprendre ce qu'il veut, mais je pense que ce genre de séance, ce genre de dialogue peut être très, très, très important pour éviter qu'il y ait cette tension inutile, ces différentes interprétations malhonnêtes les unes que les autres. Voilà. Ce ne serait pas une façon de conduire justement le journaliste au patriotisme? C'est que vous refusez justement. Non, concept de journaliste. Non, je comprends. Alors, elle évoque ça. Alors, aller rencontrer les autorités dans un briefing, c'est professionnel. Parce que vous prenez des notes et vous posez des questions. Il y a des fois où les ministres de la Défense, par exemple, ne vont pas vous dire des choses. Ça c'est tout à fait normal. Le secret défense, ça existe pour l'intérêt de la nation. Et ça, les journalistes, nous le savons, nous aussi. Par exemple, nous savons que même la loi sur la presse interdit quand même de divulguer certains secrets d'État. C'est ça, secret défense. Par exemple, si vous êtes au courant qu'il y a la responsabilité aussi sociale des journalistes. C'est ça, il y a la responsabilité aussi. Diffusée, oui. Abdoulaye Ouattara. Oui. Non, mais je crois que Bob l'a dit. Aujourd'hui, il faut faire carrément la différence. On est dans une situation difficile, comme on l'a dit au Sahel, c'est vrai. Les citoyens doivent comprendre aussi que le journaliste n'est pas un communicateur. Nous avons notre travail à faire et c'est d'informer. Maintenant, si le gouvernement veut porter des communiqués et tout, moi je crois qu'il y a des canaux qui sont là, les mêmes médias peuvent être utilisés pour donner ces informations-là. Je suis d'accord sur la question du briefing, mais peut-être qu'il faut faire beaucoup attention aussi à ces niveaux-là, parce que le problème c'est quoi? Voilà, je vous donne des informations, n'édite pas ça. Après, ça va se révéler. Nous sommes dans un monde qui a beaucoup évolué. Ça s'est passé ici au Burkina, on a donné des chiffres. Et après, d'autres chiffres commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. Après, ça évolue. Après, le gouvernement est obligé de revenir. Mais si on laissait les journalistes, ou si on donnait cette bonne information aux journalistes qui allaient traiter de façon professionnelle et à informer les populations. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus utilisés comme canaux d'information qui relaient un certain nombre d'informations qui après se révèle ne pas être la bonne information à un certain moment. Moi, je crois que il faut que les citoyens comprennent que le journaliste a un travail. Il est formé pour faire un travail. Et ce travail, c'est de collecter l'information, de traiter l'information, de la sélectionner et de la diffuser. Tout ce que nous prenons sur le terrain, comme il a dit, il y a la responsabilité sociale du journaliste. Ce n'est pas tout ce que nous prenons sur le terrain que nous diffusons. Peut-être que sur 1 heure de travail, vous avez 1 minute 30 d'informations à passer dans votre reportage. Aujourd'hui, les gens ils vont à 2 minutes 30. Donc,
il faut comprendre la complexité du travail, l'angoisse, le stress même que les journalistes ont. C'est pourquoi dès le début j'ai dit que non, il faut que les citoyens comprennent que nous vivons la même situation et que cette question de patriotisme ne devait même pas se poser. Parce que on a vu, c'est vrai que on va dire aujourd'hui c'est une situation différente, mais quand ça n'allait pas, on court vers les médias. Exactement. On court vers les médias. Pourquoi on vient là-bas? Parce qu'on sait que c'est une liberté, on peut s'exprimer là-bas. Et si tous les médias fermaient porte? Moi, je pense que il faut que cette opinion-là comprenne que nous ne sommes pas les ennemis du peuple. Nous sommes dans le peuple et nous sommes avec le peuple. Maintenant, nous avons un travail. Comme le disait, l'a témoigné quelqu'un aujourd'hui, par exemple, un chef d'État récemment, et il dit, ben, moi je suis militaire, ce que je sais faire là, c'est les armes. Maintenant, laissez les autres faire leur travail. Moi, je crois que ça devait être dans nos États comme ça. Ah oui. Nous sommes là, nous militaires, pour faire la guerre, les journalistes pour informer les populations. Nous avons des paysans qui en souffrent. En même temps, je vais vous couper, parce que enfin, l'idée que les populations ont justement du travail des journalistes, c'est de rapporter des faits rendus de la situation. Or, on dit vous ne partez pas sur les... On ne va pas, je me mets dedans, je suis journaliste, on ne va pas sur les théâtres d'opération pour rapporter ce qui est fait. Voilà, comment justement vous faites votre job et comment vous essayez d'expliquer justement aux populations que il y a quelque chose qui est fait sur le terrain de la reconquête du territoire par les gouvernants en place, même s'il y a beaucoup de choses à faire. En fait, je crois que c'est là où il y a justement une certaine incompréhension entre les populations. Oui, le bémol, c'est effectivement à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, la situation ne permet pas aux journalistes d'aller sur le terrain et ils n'ont pas les capacités. Dans nos États, on n'a pas formé des journalistes de guerre. Et moi, je me rappelle en 2008, très rapidement, en 2008, par exemple, lors de la marche contre la vie chère, à un certain moment, c'était invivable. J'étais avec un caméraman qui m'a juste dit, ok, moi j'aime lire les martyrs, mais je ne vais pas devenir martyr. Donc, il dit, monsieur Ouattara, soit on retourne, soit tu prends la caméra. Donc, j'ai pris la caméra et il est rentré. Voilà pour dire combien c'est compliqué de faire ce métier-là. Mais chacun doit rester dans son rôle. Okay. Grâce rapidement, aussi devrait accompagner les journalistes, je pense bien. Alors pour mieux comprendre ce que vous dites par journalisme patriotique, c'est le journalisme d'accompagnement, de communication, des actions, pour mieux comprendre. Ce que vous appelez, ce que vous entendez par journalisme patriotique? Le tout, si vous voulez bien. J'étais justement en train de dire que le gouvernement aussi a un rôle à jouer, en fait, justement, parce que je pense que l'un d'entre nous vient de le dire ici, que si les journalistes fermaient ses portes, il n'y aura vraiment pas d'information ni des communications. Donc le gouvernement aussi est censé accompagner le journalisme. D'ailleurs, nous avons évoqué cette affaire pendant le filet. La plupart des entreprises, beaucoup d'entreprises de médias ne sont pas subventionnées par l'État. Du coup, le journaliste se sent tenté parfois de prendre tout et de ramasser tout et n'importe quoi juste pour se faire dessous. Donc je pense que surtout en période de guerre ou en période de crise, le gouvernement devrait aussi à son tour accompagner les professionnels de médias. Mais je profite... Au Burkina Faso, il y a beaucoup de presse quand même qui bénéficient du soutien de l'État à travers justement le FAFPA, si je m'abuse. Oui, il y a un fonds justement tant mieux, mais ça reste quand même un vrai casse-tête pour la plupart des pays. Hein. Alors je profite de vos canaux justement parce qu'il y a l'un de nos confrères en République démocratique du Congo, là je vois Stanis Boujakera, un journaliste brillant qui est incarcéré en ce moment dont je vous parle. Il est à la prison centrale de Makala. Il est en même temps correspondant de Jeune Afrique. Donc voilà, il lui a été reproché justement d'avoir publié un article qui remettait en question justement la mort de l'ancien ministre de Transport, Chérubin Okende, qui se trouvait avant sa mort dans l'opposition. En tout cas, bien sûr que le président Tshisekedi, oui, on a parlé à New York, il a demandé justement à la justice de faire son travail. Nous aussi, nous réitérons, nous demandons à la justice de faire très rapidement son travail parce que justement la place du journaliste n'est pas à la prison mais à la rédaction. Je crois que c'est votre vécu, hein?
Oui, oui, oui. Bon, moi, je connais la prison. Parce que, bon, c'est vrai que je faisais le journalisme d'investigation. Je le continue d'ailleurs aujourd'hui. J'ai fait la prison. Aujourd'hui, comme d'ailleurs ma collègue le dit, nous avons aussi une collègue qui s'appelle Floriane Irangabiye, qui est en prison. C'est la seule femme journaliste en prison en Afrique, sur tout le continent. C'est déplorable. Et bon, j'ose espérer que les autorités vont se ressaisir et donner raison au droit et la libérer. Donc voilà. Sinon, bon, moi je voudrais terminer franchement pour dire que... En 10 secondes. En 10 secondes, il n'y a pas lieu d'entretenir une tension entre médias, autorités, gouvernements. Je pense qu'il doit y avoir absolument une entente pour mieux sauvegarder la liberté de la presse et d'expression. Merci. C'est la base de la démocratie. Merci Bob Rugurika. Merci. Merci, journaliste burundais et directeur de la radio publique africaine qui émet, vous le dites. Maintenant, nous émettons à partir de l'étranger, en ligne. En ligne, oui, okay, oui. Parce qu'au Burundi, la radio a été fermée. Et grâce à Keniro de la République démocratique du Congo, et puis notre confrère qui est avec nous ici, Abdoulaye Ouattara. Voilà, c'est ça. Secrétaire général de l'association des journalistes du Burkina, section au bassin. Ouais. Merci. D'être passé sur notre plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.